Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui, de vous parler aujourd'hui. Et du coup, vu que je l'ai mis à l'aise, on va pouvoir se présenter. On va pouvoir commencer par Stéphane, du coup. Bonsoir tout le monde, merci d'être là déjà, de nous écouter. Je m'appelle Stéphane, je suis kinésithérapeute et ostéopathe spécialisé dans la prise en charge de sportifs et je suis actif sur les réseaux sociaux comme mes collègues sous le nom de Ostéopathie Santé. Ça c'est moi, c'est pas nous trois. Hein. Voulez-vous Je présenter ? vais me présenter aussi, je m'appelle Kevin, je suis comme mes collègues sur les réseaux, je travaille en tant que kiné, je m'entraîne également beaucoup en course à pied, surtout en trail et en ultra trail. Comme beaucoup de coureurs, je me suis blessé plein de fois, je me suis beaucoup concentré et attardé sur pourquoi je me suis blessé. J'ai appris beaucoup de choses, ça m'a permis de ne plus me blesser, donc ça c'est pas mal. Bah, c'est bien, bravo, hein. Bravo, tu nous as fait un bel UTMB en plus. Pas du tout. Non, pas du tout. Tu t'es pas blessé au moins. J'ai eu une fracture du mental. C'est ça. J'ai eu une fracture. C'est autre chose. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait ma course et j'ai dû abandonner pour de X et Y raisons. Voilà. Ouais. Moi, j'ai pas fait l'UTMB et je m'appelle Nicolas Ticomirov, je suis kiné ostéo sur Aix-en-Provence, formé à la clinique du coureur. Donc aujourd'hui, on va parler de la gestion de la douleur chez nos patients coureurs. Ils se font pas mal de blessures, souvent ils courent avec de la douleur, donc c'est pas facile à bien doser, à arriver à leur donner les bons conseils. Donc aujourd'hui on va essayer de vous donner les tips que nous on utilise au cabinet pour arriver à moduler cette douleur et à les améliorer. Et donc pour poser un peu le contexte, en fait, il y a quasiment un coureur sur deux qui se blesse chaque année. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont assez hallucinants. Souvent la plupart du temps à une surutilisation au niveau mécanique due à une modification dans l'entraînement. 80% des blessures sont dues à un changement dans l'entraînement. Donc le fameux trop vite, trop fort, plus de vitesse, plus de dénivelé, plus de tout en fait. Hein. Plus de montées, descentes, de côtes. Et avec ça, en plus, on a 20%, c'est les facteurs, ce qu'on appelle intrinsèques, donc ça peut être des vices mécaniques, le stress, la fatigue, tout ça, et les facteurs extrinsèques, donc les chaussures, les semelles qui peuvent jouer, la nutrition, bref, tout ça, ça fait un medley. Et on est assez d'accord pour dire que ces facteurs intrinsèques, finalement, ils jouent pas énormément dans les blessures. On en revient toujours pareil à la modification de l'entraînement. Et donc c'est pour ça que on a un outil pour arriver à bien doser notre douleur qui s'appelle la quantification du stress mécanique. Alors je ne sais pas si vous les collègues, vous l'utilisez beaucoup au cabinet, Steph. Alors la quantification du stress mécanique. Tu peux nous expliquer peut-être ouais. Non mais je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais on en parle beaucoup chez les coureurs. C'est en fait les contraintes qu'on impose au corps, c'est un stress mécanique. Et c'est important en fait de parler de ça avec nos patients. C'est important en fait. Pourquoi c'est important ? C'est juste qu'il va falloir leur apprendre à moduler leur entraînement en fonction de leurs symptômes. C'est le sujet en fait de cette conversation. C'est qu'on sait tous, peut-être qu'il y a des étudiants aussi ici, mais on sait tous prendre en charge des pathologies précises, des tendinopathies, quels que soient les symptômes en tant que thérapeute. Mais nous, c'est quels conseils on va donner à nos patients à côté de nos soins pour qu'ils continuent la pratique de la course à pied sans se blesser et en modulant en fonction des symptômes. Donc c'est vraiment ça, on va voir les petits conseils, on verra si vous avez des questions en fonction des pathologies. Et voilà. Parce que pour vous faire un petit rappel, comme vous l'a dit Nicolas, monsieur Clavicule, énormément de blessures, énormément, même chez les débutants. Et en fait, la majeure partie du temps, c'est quand on surestime notre capacité à courir. On surestime notre capacité à courir. Pour n'importe qui, même chez le débutant, surtout le débutant, on a 80% de taux de blessure. Et pour revenir du coup sur ce que disait Stéphane, le plus important avec la course à pied, pour les patients coureurs qui ont des douleurs, ce sera de gérer du coup la course à pied. C'est une contrainte qui est très spécifique en réalité. Donc, on a beau faire tous les exercices qu'on veut, la thérapie manuelle qu'on veut, si on ne règle pas le problème de la course à pied, le programme de l'entraînement, si on ne règle pas ça avec nos patients, avec des conseils clés et très importants, là-dessus, on va foncer droit dans le mur. Et on a beau faire tous les exercices qu'on veut, on n'avancera pas si on règle pas le problème de la course à pied.
Toi, tu Est-ce donnes que, quoi? voilà, est-ce que pour autant, donc, nos patients viennent au cabinet, ils ont une douleur, une symptomatologie, une pathologie. Donc, selon les pathologies, on va les faire courir avec de la douleur. Et selon certaines pathologies, au contraire, non. Est-ce que vous avez des idées comme ça de pathologies, par exemple, où il ne faudrait pas courir avec de la douleur? Ça, vous avez une idée de pathologie? Bah, déjà, attends, parce que c'est pas évident déjà pour tout le monde qu'on court avec de la douleur. Chez nos patients, nous, ça nous paraît un peu évident, mais c'est pas toujours facile de dire à nos patients oui, vous pouvez accepter une certaine douleur en fonction des pathologies. Et donc, on va y revenir. Allez-y. Est-ce qu'il y a une pathologie du coup à laquelle vous pensez il ne faut pas courir avec cette douleur? Périostite. Périostite. Il y en a d'autres ou pas? Essuie-glace, Essuie-glace, périostite. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on court avec une tendinopathie d'Achille? Est-ce qu'on peut courir avec de la douleur? Pas de réponse donc. Oui, on court. Oui, oui. Ok, très bien. Oui, on peut courir avec de la douleur pour pas mal de choses. On va avoir principalement deux symptomatologies, douleurs qu'on va absolument éviter. On vise zéro douleur, surtout pendant l'entraînement et après, et aussi le lendemain. Ça va être le syndrome de l'essuie-glace, comme tu l'as dit, et aussi notre ami périostite. Notre ami périostite, pourquoi on l'évite absolument? Parce que en fait, la périostite, si on force trop dessus et qu'on n'écoute pas du coup les signaux que notre corps nous envoie, on peut facilement et on se dirige progressivement vers un truc qui est beaucoup moins drôle, qui serait la fracture de stress, la fracture de fatigue, qui serait au niveau du tibia, au niveau de la crête postéro-médiale du tibia, qui est juste là. Et ça, du coup, c'est quand même beaucoup moins drôle et beaucoup plus compliqué à prendre en charge et beaucoup plus dangereux sur le long terme pour nos patients. Alors pour l'essuie-glace, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas courir. Ça veut dire que l'essuie-glace, typiquement, c'est une pathologie où on va devoir s'arrêter avant qu'il y ait de la douleur. Donc une personne peut déclencher de la douleur au 8e kilomètre, et bien on va lui demander au contraire de courir régulièrement, mais de s'arrêter juste avant. Donc ça va être à 7 km, et on va surtout lui demander de varier ses entraînements, d'avoir un entraînement moins monotone. Ça veut dire peut-être jouer avec les allures, faire du fartlek, ou courir sur du terrain qui est assez irrégulier. Voilà, on a plein de petites astuces. On peut faire 9 minutes de course, 1 minute de marche, avec une alternance, intégrer de la marche dans l'entraînement. Donc ça va être vraiment ça, les conseils qui vont être clés. Et nous, en tant que thérapeute, on doit leur donner ces conseils-là, parce que sinon vous allez travailler le genou de votre patient, faire du renforcement musculaire, mais si derrière il se flingue quand il va courir, en fait on n'arrive jamais à s'en sortir. C'est vraiment le cercle vicieux. Donc on doit avoir des conseils pour aussi la course à pied. Et donc on rejoint que en fait il y a trop souvent une approche de protection, c'est-à-dire qu'on retrouve trop souvent des confrères ou des médecins qui proposent le repos total, qui n'est pas du tout la solution. Il faut plutôt aller vers une approche d'adaptation, c'est-à-dire stimuler mécaniquement les tissus pour qu'ils soient plus tolérants à l'effort. Voilà. Voilà. Ensuite, on a dit d'ailleurs fracture de stress, c'est un diagnostic différentiel de la périostite. Vous pouvez retrouver des douleurs plus précises, donc c'est-à-dire que la périostite normalement c'est étalé sur quelques centimètres à la partie inférieure, le tiers inférieur du tibia. Une fracture de fatigue, on va vous montrer peut-être avec un doigt une douleur vraiment précise. Déjà là, ça sent mauvais quand le patient montre ça. Et ensuite, pourquoi pas se rapprocher du médecin pour éventuellement proposer s'il ne faudrait pas faire une scintigraphie, c'est l'examen un peu de choix pour différencier une périostite d'une fracture de fatigue. Moi, je pense que ce serait bien qu'on revienne sur comment on arrive à doser la contrainte qu'on donne à nos patients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre patient, on va prendre l'exemple d'une tendinopathie du tendon d'Achille, il a une douleur. Quels sont les conseils? On va lui dire d'aller courir, mais il va avoir une douleur, on va dire par exemple de 2, 3, 4 sur 10. On va lui dire que c'est OK, mais pour autant, la douleur ne doit pas augmenter pendant l'effort, après l'effort, le lendemain avoir des raideurs quand il va marcher. Et si jamais il a tous ces symptômes-là, ça veut dire qu'on a mal dosé. Nous, en tant que thérapeute, on lui a dit, il a mis trop de contraintes. Donc on se dit, OK, on en a fait trop, il faudra que la séance d'après, on en fasse un petit peu moins pour pouvoir créer les adaptations.
Souvenez-vous que la quantification du stress mécanique, donc c'est cette ligne rouge qui monte, c'est la capacité maximale d'adaptation que peuvent avoir nos tissus. Il faut mettre du stress pour rentrer dans une zone d'adaptation, que les tissus se renforcent et qu'on puisse progresser. Si jamais on ne met pas assez de stress, il ne se passe rien, c'est la zone de repos. Par contre, si on dépasse cette ligne rouge, là, on irrite notre tissu et on revient en arrière, et donc c'est pas bon. Donc il faut vraiment choisir le bon dosage. Et ça, c'est quelque chose que les patients n'arrivent pas à faire. Ils n'arrivent pas à bien doser le stress parce que c'est pas facile. Et même pour nous, c'est difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir des indicateurs sur après une séance, est-ce que j'ai eu plus de douleur le lendemain. Kevin, tu connais ça? Ouais, ça c'est pas forcément facile. Quoi dire à nos patients pour les conseiller? C'est ça en réalité le plus important. Qu'est-ce qu'on fait avec quelle douleur? Pour revenir par exemple sur le principe du tendon, enfin sur la douleur du tendon d'Achille, on peut avoir, pour les conseiller, c'est vraiment pas facile de quantifier exactement. C'est pas forcément facile selon les douleurs de quantifier exactement qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui va être potentiellement dangereux. Il y a 3 tableaux que j'utilise personnellement qui m'aident vraiment pour quantifier la charge qui est acceptée et la charge qui n'est pas acceptée. Ça, c'est vraiment 3 tableaux que j'expose à mes patients et que je peux vous conseiller de les utiliser. Ça va être le tableau numéro 1, j'ai des douleurs pendant l'entraînement, qu'est-ce qui se passe? Le tableau numéro 2, juste après l'entraînement, qu'est-ce qui se passe? Et tableau numéro 3, le lendemain, au réveil. Tableau numéro 1, si je reprends ma tendinopathie d'Achille, je peux avoir une douleur qui, comme tu l'as dit, va être acceptée de 2 à 4 sur 10 selon le patient. Pendant la séance, on tolère une légère douleur. Ça, tout va bien. Tout va bien, c'est le phénomène normal en réalité pour beaucoup de douleurs, sauf essuie-glace et périostite. Maintenant, pour après la séance, ce qu'on vise, c'est un retour à 0, un retour à aucune douleur. Si les douleurs persistent, si les douleurs augmentent même, ça veut dire qu'on en a fait un peu trop. C'est pas grave, mais on sait que en courant 15 minutes à 5 minutes au kilomètre, c'était un peu trop. C'est pas grave, on pourra alterner peut-être en mettant une minute de marche au milieu. C'est une idée. Et après, du coup, on a aussi le 3e volet, après, le lendemain. Ça va être encore plus intéressant parce que on peut facilement s'arrêter à ma séance est bien passée, après j'ai pas eu de courbature, j'ai rien eu, tout va bien. Mais le lendemain, par contre, je boite au réveil. Ça nous est déjà arrivé, je suis sûr que Steph, mon ami qui court beaucoup sur la route et qui a des performances extraordinaires, c'est déjà arrivé un matin après une bonne séance et c'est compliqué de sortir du lit. Les raideurs matinales, non, c'est pas possible. On n'accepte pas une augmentation des raideurs matinales. Ça veut dire qu'on a vraiment été trop loin encore une fois. Toi, c'est quelque chose que tu as souvent eu peut-être? Raideur matinale? On parle de tendon d'Achille. Hein. On parle de tendon d'Achille. C'est pour ça que j'aimerais préciser. T'en as jamais eu? De raideur matinale, tu parles? Non, au niveau des tendons d'Achille. Ah oui, tendon d'Achille. Tendon d'Achille, oui, j'ai eu des gros bobos tendon d'Achille. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait du coup? Non, alors qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai adapté. Il faut savoir qu'en fait, il y a des pathologies, vous pouvez les scinder en 3. Il y a les pathologies dites de charge, et ça va toucher par exemple les tendons d'Achille, tout ce qui est pied, tendon d'Achille. Voilà. Ensuite, il y a les pathologies dites de répétition. Donc ça va être des gestes répétitifs et vous allez avoir... c'est un problème au niveau du volume d'entraînement, d'accord? Donc ça, c'est le syndrome de l'essuie-glace, par exemple. Vous courez trop longtemps, gestes répétitifs sur une surface constante, la route, par exemple. Donc syndrome de l'essuie-glace, syndrome de la patte doigt. Et ensuite, donc, là, on a dit pathologie de charge, pathologie de répétition et les pathologies d'amplitude, c'est-à-dire l'amplitude de la foulée va avoir des impacts plutôt au niveau sacro-iliaque, lombaire. Donc des gens qui ont des trop grandes amplitudes de foulée, ça va être ça. Donc c'est important de le savoir parce que si jamais vos patients arrivent avec des douleurs de dos, douleurs lombaires parce qu'ils courent beaucoup, peut-être qu'il y a quelque chose à voir dans leur foulée et corriger peut-être l'amplitude, augmenter la cadence, on va en parler, mais peut-être les regarder courir sur tapis,
Est-ce que vous faites ça d'ailleurs en cabinet? Est-ce que vous regardez vos patients? Moi, j'en fais pas mal. Je fais pas mal d'analyses de course. En fait, c'est aussi un outil. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plusieurs outils, vous, au cabinet, évidemment. Un des outils qu'on parle maintenant, c'est l'éducation. C'est vraiment expliquer aux patients comment ça marche, comment la douleur marche, comment il peut moduler tout ça avec les entraînements et tout ça. Ça, c'est très important. Ensuite, vous avez tout le côté actif, évidemment. Le renforcement musculaire, pour pas mal de pathologies, ça va passer par là. Donc, trouver les bons exercices qui modulent bien la douleur. Et ensuite, il va y avoir la thérapie manuelle. On en parlait hier, on nous a posé cette question-là. Est-ce que vous ils avaient l'impression peut-être qu'on n'utilisait plus de thérapie manuelle, mais la thérapie manuelle, elle peut avoir encore de l'intérêt, le massage, même le tape qui est souvent décrié, mais pour une périostite, ça peut moduler la douleur, même pour le syndrome fémoro-patellaire. Donc ça, c'est pas aussi à mettre à la poubelle. Et ensuite, il y a l'analyse de course, parce que vraiment, on peut avoir de bonnes informations là-dessus, avec des petits paramètres comme la cadence et comme le bruit, par exemple aussi, cadence bruit, voir si la personne elle tape fort sur une périostite, c'est ça aussi qui va être déclenché. La vitesse de force d'impact verticale qui va, si la personne tape très fort, ça va venir irriter, inflammer le périoste. Donc on peut demander à la personne de faire moins de bruit, d'avoir des pas plus légers, on peut la faire courir pieds nus, enfin on a plein d'outils, et notamment aussi la cadence, d'arriver à faire des pas plus petits, parce que ça va permettre de diminuer cette vitesse de force d'impact verticale. Donc un moyen qu'on peut travailler avec un métronome, avec une musique, on va prendre un tempo à 170. Donc voilà, la cadence qu'il faut savoir, pour vous expliquer un petit peu, c'est que la cadence d'un coureur récréatif, elle est de l'ordre de 155-160. Donc c'est une cadence qui est assez basse. Et 155 pas par minute. Pas par minute. Et donc ce qu'on viserait, c'est les recommandations de la clinique du coureur sont de 170 à 190 pas par minute, avec une moyenne à 180. 180, c'est pas forcément facile d'y arriver pour des patients qui courent à 150, 155. Donc moi je vous conseille, moi ce que je fais sur le tapis, c'est que déjà j'essaie de les faire monter à 170 pas par minute. Commencer comme ça, en leur expliquant qu'il faut faire des pas plus petits, en leur mettant un tempo et poser vraiment le pas, le pied sur chaque bip. Vous avez plein de métronomes sur des applications qui sont gratuites. Mais avant ça, avant d'arriver là, il faut l'évaluer, la cadence. Savoir à combien le patient il court. Comment tu fais toi, Kevin? Alors, si vous voulez évaluer la cadence de votre patient, déjà vous le mettez à courir. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal pour savoir quelle cadence il a. Il y a des applications, du coup, soit sur le métronome, ou soit une application qui s'appelle... Salaud. Faut que je le dise en anglais, du coup. Tap, Zap, Tempo. Tap, Zap, Tempo. Ok. En réalité, du coup, quand le patient court, à chaque fois qu'il pose le pied au sol, vous appuyez sur l'écran et au final, au bout de 10 secondes maximum, vous avez un chiffre qui ressort. Maintenant, si vous n'avez pas de tapis, ou même que vous n'êtes pas forcément très sûr de l'évaluation que vous avez faite, vous pouvez aussi prendre leur application qu'il y a sur les montres, Coros, Garmin, n'importe quoi. Et en plus, pour le coup, c'est un truc qui est très fiable. C'est directement écrit sur l'application. Vous prenez le dernier footing qu'ils ont fait. On parle bien d'un footing, pas d'une séance d'intensité. Et il y aura écrit à combien de pas par minute il court. Je reviens juste sur un truc que tu as dit, très intéressant. Entre 170 et 190, ça marche pour les personnes qui courent normalement, entre guillemets. Pour les personnes qui courent très lentement, on peut s'autoriser un 165, ça va. C'est surtout que c'est vrai que quand on court lentement, ça va devoir faire des pas tellement petits que les gens se disent mais je ressemble à rien quand je cours, c'est vraiment bizarre. Donc non, il faut comprendre que la cadence normalement elle n'est pas corrélée avec la vitesse. Ça veut dire que si on court à 12 km/h, on pourrait courir à 12 km/h à 160 pas par minute ou à 180. On ne va pas forcément accélérer. Et c'est ça là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est pour ça que le tapis c'est très intéressant comme outil. Moi j'en ai au cabinet donc j'utilise énormément pour ça, pour faire accélérer la cadence aux patients sans augmenter la vitesse. Voilà. Parce que c'est le facteur numéro 1, c'est quand on augmente la cadence, on augmente la vitesse. Systématiquement, c'est inévitable. Souvent les gens font ça. Ouais. Essayez et vous allez voir. Par contre, si vous voulez leur induire un truc, parce que les patients ils sont peut-être des fois réticents à changer leur technique de course, c'est pas forcément facile, ils n'ont pas forcément envie de faire l'effort. Les coureurs aiment bien aller vite, aiment bien la performance. Le premier truc qu'on leur demande à la fin d'un marathon, c'est combien de temps tu as mis. Et ils sont très fiers généralement. Si vous leur dites un autre truc en plus, c'est si tu as une plus grosse cadence, potentiellement tu seras plus économique, tu seras plus efficace, tu seras peut-être plus performant. Ça peut faire un petit biais et leur faire peut-être déclencher un petit levier pour qu'ils essayent de courir avec une cadence un peu plus élevée. Et
moi, j'aime bien expliquer à mes patients la mécanique, pourquoi augmenter la cadence, ça diminue les blessures. On fait l'exemple inverse. Si quelqu'un a une trop grande amplitude de foulée, on va venir attaquer en avant du bassin, en avant du centre de gravité du bassin, et notamment beaucoup attaque-talon. Alors, juste attaque-talon, ce n'est pas grave en soi. Maintenant, il y a beaucoup de coureurs, d'athlètes qu'on voit courir en posant le talon. On appelle ça un talon subtil. Mais en fait, le talon est posé sous le centre de gravité du bassin. Donc ça, c'est pas trop agressif. Maintenant, quand on fait des grandes amplitudes et qu'on vient poser en avant du centre de gravité, on a un problème, c'est que là, on a une grosse flexion dorsale de cheville et du coup, la cheville et tous les muscles du pied ne font pas leur boulot d'amortisseur. On passe directement au genou, mais en allant loin, le genou il est aussi proche de l'extension et du coup, on zappe ce genou qui devrait être plutôt en position fléchie pour utiliser bien les quadris pour amortir. Donc on zappe la cheville, le pied, le genou et on se retrouve avec des pathologies dites d'amplitude, comme je vous parlais tout à l'heure, où là, on va se répercuter direct sur sacro-iliaque, bassin, lombaire. Et en plus, je vais rendre très fier Maxime Buret, qui est formateur à la clinique du coureur, qui est juste là. C'est mon prof, donc je ne faut pas que je dise de conneries. Peut-être Dieu. Non, pas loin. En plus de ça, je reviens sur le rapport performance et le rapport efficacité. Déjà, vous devez sûrement le savoir, plus on fait un grand saut vers l'avant, plus c'est compliqué de faire un grand saut vers l'avant. On perd beaucoup d'énergie. Et quand on fait un grand saut vers l'avant, ça se dit aussi plus grosse réception. C'est pas compliqué. Plus vous avez un grand pas, plus vous allez avoir de phases où vous allez ralentir, puis accélérer. Donc vous allez devoir ralentir plus et accélérer plus que quelqu'un qui a des pas plus petits. Donc ça, c'est vraiment un impact très important sur la charge générale et la quantification du stress mécanique. Quand on va augmenter notre cadence et réduire la taille des pas, automatiquement, même si on ne changeait même pas l'entraînement, hypothétiquement, on aurait une diminution légère de la charge mécanique. Pourquoi on vous dit tout ça? En fait, c'est parce que si jamais vous prenez en charge un patient, par exemple, qui a une périostite et que vous n'allez pas explorer derrière sa façon de courir, vous n'allez pas faire une analyse de course et qu'il a une cadence très faible et qu'il tape énormément, il fait beaucoup de bruit, vous allez beau lui faire tout ce que vous voulez, du renforcement, des exercices et tout ça, en fait, derrière, il va retomber dans le même système. Donc vraiment, si vous n'avez pas de tapis au cabinet, envoyez vers un confrère qui en a un, qui pourrait lui faire une analyse de course. Donc n'hésitez pas à vraiment explorer aussi ça et ne pas le zapper. Ça fait partie aussi de vos devoirs là-dessus. Est-ce que on peut demander s'il y a des questions en particulier sur des pathologies en particulier autour de la course à pied? Pour la fascite plantaire, est-ce qu'il y a aussi des recommandations par rapport à la course ou pas? Plein. Les fascites plantaires, comme toutes les pathologies qui seraient plutôt en dessous du genou, on appellerait ça plutôt des pathologies de vitesse, des pathologies de charge. Donc tout ce qui va être autour de la vitesse, du travail d'intensité, et aussi, encore une fois, sur la charge générale avec la cadence. Donc tu vas avoir l'objectif potentiel, si besoin et si ça l'aide, d'augmenter sa cadence. Tu vas avoir le besoin obligatoire de réduire la vitesse générale. Dans tous ces footings, tu réduis la vitesse quoi qu'il arrive. Et aussi toutes les phases d'intensité, évidemment. Après, tu peux aussi aller regarder au niveau de son chaussage. Toi, tu fais quoi pour le chaussage du coup? Dans ces cas-là, ça peut être intéressant de protéger un peu plus le pied, avec selon le type de chaussure qu'il a, d'avoir une chaussure où on augmente un petit peu l'indice minimaliste. Voilà, une chaussure un peu plus maximaliste. Ne pas oublier tout ce qui est renfort du pied, les intrinsèques. Travail du fascia, il faut le renforcer aussi le fascia, donc avec les orteils relevés, mettre en place un protocole de renforcement. Il ne faut pas hésiter. Ça peut aussi passer par un podologue avec une orthèse plantaire. Donc voilà, vous avez vraiment plein de choses à travailler pour arriver à libérer cette fascite plantaire. Et puis il y a un truc important aussi, parce que là on va parler de plusieurs pathologies, mais en tout cas un truc important, c'est les sports croisés, pour les activités de transfert, où là, on va demander de réduire le stress mécanique donc sur la zone, localement, mais en faisant une activité croisée, on va conserver un stress physiologique, donc continuer à entretenir le système cardiovasculaire, vasculariser la zone en question qui améliorera la cicatrisation,
et aussi la production d'hormones, l'endorphine, qui sera très bon pour la douleur. Et donc voilà, donc les sports croisés, c'est vraiment un truc dans chaque pathologie. N'oubliez pas de prescrire ça, enfin de prescrire, mais en tout cas de conseiller ça aux patients. Même pas dans les pathologies, même quand on va bien, hein, parce que tous les on jours. dit dans tout le temps, Ouais. dans un programme d'entraînement, faire du vélo, ça permet quand même de diminuer un peu le stress mécanique qu'il y a sur tous nos tissus. Donc il ne faut pas hésiter à l'intégrer. Voilà, ça c'est hyper On important. l'intègre et par contre, quand vous êtes blessé, un truc important, c'est que les activités de transfert, vous pouvez en mettre une grosse, on va dire une grosse partie de l'entraînement peut être natation, vélo, même si c'est un coureur, au contraire, hein, on va aller jusqu'à 80% d'activité de transfert. Par contre, si c'est en complément d'un entraînement et qu'il n'y a pas de pathologie en particulier, l'activité de transfert doit ne pas dépasser en général 20% du planning d'entraînement pour ne pas interférer avec, par exemple chez un coureur, avec le geste fonctionnel du coureur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un plaisir d'y répondre. Est-ce qu'il y a des pathologies qui sont distinguables par rapport au matériel même? Genre par rapport à la chaussure, est-ce qu'il y a des trucs spécifiques par rapport à ça? Attention. Qui répond? Qui répond? Vas-y, c'est chaud. Non. Non. Le facteur numéro 1 d'une blessure en course à pied, c'est aujourd'hui la charge. La charge, Trop ou vite, trop sinon, La surutilisation. comme Nicolas On l'a dit dit, au début. soit tu as ta charge qui est trop élevée, trop rapidement, ton corps n'a pas le temps de s'habituer à cette charge, soit c'est ta récupération qui a totalement explosé. Si tu t'entraînes de la même manière, mais du jour au lendemain, tu dors 2 heures par nuit, bah, tu es voué à mourir. Après, juste un bémol, c'est que par exemple, une chaussure peut très bien. Là, je me lance. Il y a Prends des moi, j'ai risques, des prends des patients qui ont des problèmes d'anthésopathie au niveau du tendon d'Achille et qui proviennent d'un frottement de la chaussure au niveau du talon. Et ça, c'est une chaussure qui ne convient pas au type de coureur. Et il faut, dans ces cas-là, vérifier la chaussure, vérifier la technologie de l'arrière-pied au niveau de la chaussure. Et il faut changer ça parce que ça entretient en fait une tendinopathie et une anthésopathie surtout d'Achille. Moi, ma question, c'est plus sur le chaussage. Il y a pas mal de débats là-dessus. Vous êtes plus team chaussures minimaliste ou maximaliste et pourquoi? Alors, à la clinique du coureur, on est quand même plutôt orienté vers le minimalisme, hein, pour avoir une foulée le plus naturelle possible, parce que c'est vrai que les grosses chaussures maximalistes ont tendance à affaiblir le pied et à entraîner quand même. Il suffit de faire courir quelqu'un avec des grosses chaussures et ensuite le faire passer pieds nus. Vous verrez à quel point la chaussure interfère sur la foulée, sur la biomécanique de course. Donc voilà, après c'est toujours pareil, ça va dépendre de ton programme, si tu cours longtemps, parce qu'on a aussi envie d'avoir un peu de confort. Donc voilà, moi je sais que j'ai un peu couru en minimaliste et puis maintenant je suis revenu avec des chaussures avec un peu plus de confort. Voilà, il faut trouver la chaussure à son pied et il faut essayer. Après, je préfère quand même selon les pathologies. Ça va dépendre des pathologies aussi. Il y a des pathologies où tu vas vouloir protéger le pied, mais globalement, pour un coureur débutant, on va quand même plus lui proposer de partir sur du minimaliste, à peu près vers 60-66% minimaliste. Pour commencer, je pense que c'est un bon début. Là, quand tu dis 70% de minimaliste, c'est un indice minimaliste. Il faut savoir que ça existe. Il y a, je crois que c'est 42 experts qui se sont réunis de 11 pays différents et qui ont créé cet indice minimaliste. Et en fait, du coup, ça te donne un pourcentage de la chaussure. Et une chaussure minimaliste, par exemple, on va prendre en compte la flexibilité de la chaussure, l'épaisseur de la semelle, le drop, c'est-à-dire la différence entre l'arrière et l'avant, de la différence de hauteur. On va prendre en compte la technologie de la chaussure. Le poids. Et le poids de la chaussure. Plus elle est légère, plus elle sera minimaliste. Moins il y a de différence entre le talon et l'avant, plus elle sera minimaliste. Et tout ça donne un indice minimaliste et on compare les chaussures comme ça. Sinon, sur quelle chaussure choisir, moi j'ai un discours un tout petit peu plus nuancé. C'est si on prend la loi normale, c'est pas compliqué, il y a des extrêmes aux opposés, et loi normale, tout simplement. À 50% au milieu, et en fait, on part du principe que quasi tout, en réalité, beaucoup de personnes dans le monde devraient être entre 40 et 60% d'indice minimaliste. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous vend énormément de chaussures maximalistes. Donc, vous devez le voir sur les courses, n'importe. Les chaussures de vos patients, elles ont des talons comme ça.
des fois avec des plaques de carbone, le truc. J'exagère un peu, c'est des talons. Ouais, là, tu mais vois, je viens du sud. Comme Comme ça, c'est bon. ouais, des chaussures avec beaucoup de technologie. Et en fait, toutes ces chaussures-là sont généralement en dessous de 30% d'indice minimaliste. Et en fait, c'est pour ça qu'on les redirige beaucoup vers le minimalisme, parce que c'est pas connu en fait. Enfin, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. Bah, c'est au niveau marketing, quoi. C'est les marques qui partent là-dedans, quoi. Donc c'est toujours pareil. Et puis les vendeurs de chaussures, ils orientent aussi plus vers ça. Donc, Et après, du d'autres coup, questions? Oui. j'avais parlé de blessures hautes et blessures basses. Blessures basses, donc en dessous du genou, on va plutôt tendre et amener les gens vers des chaussures maximalistes, donc un peu plus grosses, un peu plus rigides. Et plus on va avoir une blessure haute, donc au-dessus du genou, le genou compris et au-dessus du genou, plus on va aller sur des chaussures un peu plus minimalistes. C'est ce que disait Stéphane. La plupart du temps, quand les gens ils vont avoir des grandes foulées, malheureusement dues à une grosse chaussure, on va avoir des grosses répercussions au niveau du dos, on va avoir plus de douleur au niveau du dos, souvent dû à une chaussure maximaliste qui est mal indiquée. Est-ce qu'il y a des autres questions ? Mais si du coup le choix de la chaussure influe sur le schéma de la course, comment on pourrait faire un sevrage pour passer d'une maximaliste à une minimaliste ? Il faut être très progressif en fait. Vraiment, tu ne peux pas passer de 25% minimaliste, donc une grosse chaussure, à d'un coup des five fingers. Ça ne va pas marcher, quoi. Très minimaliste. Donc exactement, il faut prendre, c'est bien de passer par une transition. Et puis quand tu passes sur des chaussures plus minimalistes, il faudrait les porter un petit peu. Et puis par exemple courir 5-10 minutes avec, et après remettre les autres chaussures, les intégrer progressivement. C'est toujours pareil, la clé c'est la progressivité. Et là-dedans aussi, si jamais tu passes de suite, tu risques de te blesser. Dans l'inverse, pareil, tu as des chaussures minimalistes et tu passes d'un coup sur des grosses godasses, ça risque de mal se passer. Non, c'est ça que je voulais dire. Et c'est aussi, tu n'es pas obligé de courir direct avec les chaussures minimalistes. Parce qu'on peut très bien marcher toute la journée avec des chaussures minimalistes. C'est déjà une première grosse transition. Et on sent vraiment la différence après avoir porté des chaussures minimalistes une journée en marchant à ton cabinet ou pour ton patient toute la journée. Et continue à courir avec ses chaussures, mais il marche la journée avec ça. C'est déjà une belle transition. Et puis après, on inclut petit à petit à la course à pied. Et d'ailleurs, au début, tu peux même faire courir 5 minutes avec les chaussures minimalistes et ensuite, dans le même entraînement, il fait la transition avec ses autres chaussures au début pour finir la séance. Pour te donner un ordre d'idée, au coaching du coureur, donc la parallèle à la clinique du coureur, et on recommande à peu près 10% égale 1 mois de transition. Voilà. Pour vous faire un petit ordre d'idée, si j'ai une chaussure qui est à 40% et je passe à une 60, il va me falloir à peu près 2 mois, plus ou moins, pour pouvoir passer sans aucun pépin. Okay, après, vous pouvez le faire en 2 semaines, libre à vous, mais c'est un peu plus risqué. Est-ce qu'il y a des vraies répercussions de fait de courir en forêt ou courir sur du béton ? Parce que vraiment, tout le monde diabolise le fait de courir sur du béton. On l'a dit, de toute manière, c'est les facteurs extrinsèques, la surface. Donc oui, courir sur une surface plus dure, ça va avoir plus d'impact et de stress mécanique sur tes tissus. Donc c'est pas ça forcément qui va faire que tu vas te blesser, mais ça peut être une petite, un petit facteur qui va s'ajouter à d'autres choses. Et si à côté de ça, en plus, tu changes de surface et que tu augmentes, tu modifies ton entraînement, là, tu es sûr d'y aller, quoi. Ce n'est pas la surface qui va t'augmenter le risque forcément de te blesser. Par contre, ça va changer le type de pathologie. Si tu cours sur un marathon sur route, tu vas avoir des pathologies de volume, donc de répétition, comme le syndrome de l'essuie-glace. Le syndrome de l'essuie-glace, en trail, c'est plus compliqué de sortir un syndrome de l'essuie-glace. Sauf maintenant, là, il fait ça parce que en trail, la descente, oui, c'est un facteur agressif et en tout cas sensible pour le syndrome de l'essuie-glace. Mais ça, si tu as fait un renforcement adapté, c'est comme tout. Si tu fais progressif, renforcement adapté et tout ça, il y a moins de risques, par exemple, pour moi, de faire un essuie-glace en trail en étant bien préparé que faire son marathon sur route, par exemple. Ça dépend donc du type de pathologie. La surface n'est pas le problème. Le problème, c'est le changement trop rapide. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, c'est pas vrai. Juste une dernière petite précision.
Parce que moi, j'ai souvent au cabinet, on me demande, ou même pas en cabinet, on me demande souvent dans les programmes d'entraînement, j'ai envie de courir, je suis en surpoids, est-ce que c'est un problème? Non, ce n'est pas un problème. On peut courir en étant surpoids. Il y a des études qui ont montré que ce n'est pas le surpoids qui fait que vous allez plus vous blesser. En fait, c'est la capacité de chacun. Quelqu'un qui est en surpoids, c'est sa capacité à moduler ses forces d'impact au sol et c'est ça qui fera qu'il se blessera ou pas. Mais un coureur léger a les mêmes chances de blesser qu'un coureur en surpoids. Si vous avez des autres questions, c'est le moment de les poser. Ou sinon, je pense qu'on va rester un petit peu là 5 minutes si vous avez des questions que vous n'avez pas forcément envie de poser avec tout le monde. En tout cas, c'était un plaisir personnellement. Je sais pas vous les gars. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. Merci.